Les spongiaires, on va voir là juste un petit aperçu sur tous les groupes. Donc c'est juste une introduction de la phonistique pour que vous ayez une idée. Mais après on va voir tout ça. Donc chaque groupe sera détaillé plus tard. Alors les spongiaires n'ont pas de vrais tissus, n'ont pas d'organes. Il n'y a pas de symétrie non plus corporelle. Ce sont des animaux filtreurs. Ce sont des éponges. Des éponges. Et vous pouvez la vider. Il y a 1000 litres d'eau pour 100 grammes de tissu. Alors l'éponge de mer, c'est une éponge, c'est comme l'éponge que vous avez à la maison, sauf qu'elle est vivante, qu'elle se multiplie et qu'elle a un grand pouvoir de régénération. À la maison, les éponges que vous avez n'ont pas de pouvoir de régénération. Vous pouvez les découper. Aucune éponge ne va chez vous à la maison. Ils ont une capacité de régénération qui est spectaculaire. Et ils sont tous herma. Alors chez les spongiaires, il y a les éponges qui ont un squelette calcaire, il y a les éponges qui ont des spicules calcaires, ou bien siliceux, ou bien qui sont faits de spongine, comme par exemple ici, l'exemple de Espongia, c'est l'éponge de toilette, c'est l'éponge que vous utilisez pour faire la toilette, qui se vend d'ailleurs en pharmacie. Vous avez Sicon qui possède un squelette calcaire, là c'est un Sicon SP, et là c'est une espèce qui possède un squelette siliceux. Alors on arrive aux cnidaires. Alors les cnidaires sont diploblastiques parce qu'il y a deux feuillets. Vous avez déjà vu en S2 que chez les cnidaires il y a deux phases. Il y a la phase polype et il y a la phase méduse. La phase polype, elle est fixée, elle ne possède pas de gonade, donc elle est asexuée et la reproduction se fait par bourgeonnement. Maintenant chez la phase méduse, qui est une phase qui est libre, qui ressemble à une soucoupe volante ou un champignon, qui est sexué, l'hydre d'eau douce, qui compte parmi, c'est un cnidaire, mais qui se multiplie aussi par bourgeonnement, alors, et qui est solitaire d'ailleurs. Alors certaines espèces sont coloniales, parce que chez les cnidaires, ils vivent tous principalement en colonie, mais il y a des espèces qui sont solitaires. Alors les exemples que vous avez là, c'est une méduse. Alors regardez ici les bras autour du manubrium. Et vous avez les tentacules qui possèdent des cellules urticantes. Alors pourquoi on appelle cnidaire par ce nom? Parce qu'ils possèdent des cellules urticantes au niveau des tentacules. Ces cellules urticantes, on les appelle des cnidoblastes. Alors cnidoblastes, ils ont donné le nom à cnidaire. Cnidaire, ça veut dire qu'ils possèdent des cellules urticantes. Urticantes, ça veut dire qui provoque des démangeaisons, qui diront fortes. Vous allez au bord de la mer, faites attention parce que les cellules urticantes provoquent des démangeaisons violentes et surtout si elles attaquent le visage, ça devient dangereux. Alors ici vous avez le genre Physalia qui possède un siphonoglyphe et qui on retrouve au niveau de la mer, qui flotte au niveau de la mer parce qu'elle a un siphon. Ce sont des siphonophores. Et là vers le bas on a les hydres qui sont en train de se reproduire par bourgeonnement. Alors les hydres, ce sont des polypes, et les polypes avec des tentacules bien sûr. Alors il y a des tentacules pour manger, il y a des tentacules pour reproduire, il y a des tentacules pour se défendre. Donc chaque espèce a sa propre morphologie, sa propre défense, etc. On arrive au platelment. Alors avec les platelments, c'est carrément l'apparition de la symétrie bilatérale. Alors les Helminth, ça veut dire vers, les vers, et plat, ce sont des vers plats. Là, une feuille. Ce sont des vers plats, apparition de symétrie, et là, on a l'apparition de la symétrie bilatérale. Ils ont un corps qui est foliacé, bien rubané. Rubané, foliacé, rubané, un ruban. Le ruban que vous mettez sur vos cheveux, que vous mettez lorsque vous achetez un gâteau, vous mettez un petit ruban. Donc, on a une espèce qu'on appelle le ténia qui ressemble à ce ruban. Et le ténia, vous pouvez le voir des fois pas lorsque vous achetez le mouton, l'Aïd par exemple. Des fois, on trouve le ténia à l'intérieur de l'intestin grêle du ténia. Et bien sûr, il y a les formes qui sont foliacées, qui sont très petites. Il y a les douves et qui bloquent ou bien qui bouchent les canaux de la vésicule biliaire au niveau du foie, et qui provoquent des maladies. La plupart des platelments ce sont des parasites. La même chose pour les nématodes.
sont presque tous parasites. Il y a des formes qui sont parasites, il y a des formes qui ne le sont pas. Alors chez les nématodes, il y a le genre Ascaris. Alors l'Ascaris, il y a 3 types d'Ascaris, 3 espèces d'Ascaris. Et l'Ascaris du chien, qui est différent de l'Ascaris de l'homme, qui est différent de l'Ascaris du cheval. Donc il y a 3 types d'Ascaris. Et le mâle, il est plus petit que la femelle est de grande taille. Donc il y a le phénomène, c'est ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel. Alors les vers, les nématodes, ce sont des vers qui ne sont pas plats, ils sont ronds. Si vous faites la coupe elle est circulaire. Les nématodes, ce sont des pseudocélomates, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas acélomates. Ils ont une symétrie bilatérale et ce ne sont pas des célomates non plus. Donc ce sont des pseudocélomates. On a un début de formation de célome avec un début de formation de système excréteur. Il y a la bouche et l'anus qui sont bien différenciés. Au niveau de la tête, la bouche, elle est formée de 3 lèvres qui sont très coupantes. Et les nématodes sont, dans la plupart, ce sont des parasites. Ce sont des parasites qui sont très difficiles à éliminer. Ils n'ont pas de ventouses pour s'accrocher. Ils ne sont pas comme les platelminthes qui ont 2 ventouses. Les platelminthes ont des ventouses pour s'accrocher. Ils ont des ventouses pour sucer le sang. Les nématodes, non. N'ont pas de ventouses et pourtant ils sont difficiles à éliminer. Et ils ont les extrémités qui sont pointues. Et l'extrémité pointue chez les femelles, ou bien chez tous les vers, c'est pour piquer la peau, soit au niveau de l'intestin, soit au niveau de l'anus, soit au niveau de n'importe quel organe qui vont parasiter. Ensuite, après les annélides, il y aura d'autres groupes comme les nématodes. Il y a d'autres groupes comme les annélides qu'on va voir dans un moment, qu'on va voir bien sûr plus tard. Il y a les arthropodes. Et juste à ce niveau-là, on a cette diapositive qui va nous parler de la métamérie parce que c'est avec les annélides que va commencer la métamérisation. Donc chez les nématodes, les platelminthes, pas de métamérisation. Mais une fois que vous passez le groupe des nématodes, il y a la métamérisation qui va apparaître. Le corps d'un animal est métamérisé. Il est constitué d'une succession de segments. Donc vous avez plusieurs segments, ce sont des métamères qui se ressemblent parfois. Et il y a une répétition de tous les métamères. Donc les métamères sont tous identiques. Et à l'intérieur de ce métamère, il y a une portion du tube digestif, une portion du tégument, une portion de l'organe excréteur, du système circulatoire. Il y a une portion du ganglion nerveux, il y a un peu de muscle, il y a un peu de tout. Il y a des glandes, etc. Donc chaque animal a ses glandes, a sa paire de gonades. Alors les métamères primitivement sont identiques. Ils vont par la suite se spécialiser. Ils vont tous peuvent devenir différents au point que la structure métamérisée de l'animal n'est plus discernable. C'est-à-dire que les espèces primitives, on va voir la métamérisation, mais lorsqu'on va voir chez les mammifères, on ne voit pas la métamérisation. Vous pouvez trouver un découpage au niveau, par exemple, de la cage thoracique, mais on ne voit pas la métamérisation. La métamérisation, elle disparaît. Pourquoi? Parce qu'il y a une spécialisation. Les métamères on ne les voit plus. Alors, voici un exemple d'annélide. Ici, vous voyez la sangsue. La sangsue, c'est la classe des aquettes. Il n'y a pas de soie. Et il y a une ventouse, parce que c'est un parasite. Elle est très utilisée en médecine. Il y a présence de ventouse, mais pas de soie. C'est la classe des aquettes. Juste à côté, il y a une image d'un annélide qui est métamérisé avec des soies, avec des parapodes, qui sont des expansions latérales et qui possèdent des soies et des branchies. Donc à partir de là, vous pouvez voir le phénomène de métamérisation. Bien sûr, juste après, il y a les mollusques. Alors chez les mollusques, il y a un groupe qui a été métamérisé. Et ensuite, la métamérisation a disparu. C'est pour ça que c'est un groupe qui est très évolué. Alors là, c'est la classe des gastéropodes, mais il y a aussi la classe des céphalopodes qu'on mange, comme le poulpe, etc. Octopus, orthobotes, et aussi les bivalves qui possèdent 2 valves. Et à l'intérieur, il y a l'individu qui vit entre les 2 valves qui se ouvrent et se ferment. Et ce sont des espèces marines ou parfois elles sont terrestres et parfois d'eau douce. L'escargot est terrestre.
Et les bivalves, chez les bivalves, il n'y a pas d'espèces terrestres. Par la suite, on a les arthropodes. Alors, les arthropodes comptent plus de 1 million d'espèces sur Terre. Ce sont les plus diversifiés, les plus répandus, les plus nombreux de tous les animaux. Et parmi les groupes les plus principaux, il y a les crustacés, les arachnides, les insectes, comme les fourmis, les papillons, etc., les coléoptères. Et bien sûr, il y a aussi les mille pattes, avec les diplopodes et les chilopodes. Ce sont les mille pattes. Alors, les arachnides, ce sont les araignées. Ils sont caractérisés par 4 paires de pattes, comme ici le scorpion. Il y a les tiques, donc les kemsoddem, le grade, chez le chien. Il y a l'araignée, les acariens, les acariens d'eau douce. Chez les diplopodes, qui sont les 1000 pattes, la tête elle est distincte des autres parties. Il y a 2 paires de pattes par segment. Ils sont herbivores. Il y a aussi les chilopodes chez les myriapodes, comme ici scolopendre, putigère, 1 paire de pattes par segment. La morsure elle est douloureuse mais elle ne tue pas. Les antennes sont grandes. Il y a des pièces buccales, il y a des forcipules au niveau de la tête. Il y a des antennes. Il n'y a pas de mandibules. Et à la place des mandibules, il y a des... Ensuite, on a les crustacés. Alors, il y a les crustacés inférieurs, les crustacés supérieurs. Parmi les crustacés inférieurs, on a les cladocères comme la daphnie qui est très utilisée en écologie. Il y a les ostracodes qui sont très petits de taille, que vous pouvez trouver dans les eaux douces, dans les sources. Il y a les copépodes. Et il y a les crustacés qui sont de grande taille, comme ceux qu'on mange. Par exemple, le crabe, saltaire. On a les arthropodes. Arthro, ça veut dire pode, ça veut dire patte. Arthro, articulé. Les insectes, ce sont des hexapodes. Hexapode, ça veut dire pod, ça veut dire pied, ou bien patte. Et hexa, ça veut dire au nombre de 6, donc 3 paires de pattes. Alors ici, vous avez les odonates. Les odonates, ce sont les libellules que vous connaissez, que vous voyez avec 4 paires d'ailes, pardon. Alors, il y a les anisoptères et les zygoptères. Il y a les antennes, les pièces buccales et 2 paires d'ailes. Et ce sont des espèces à métamorphose. Ensuite, il y a, ça c'est plusieurs exemples. Vous avez les termites, punaises, la fourmi, la mouche, la coccinelle qui est un coléoptère. La mouche c'est un diptère, la fourmi c'est un hyménoptère, la punaise c'est un hétéroptère, etc. On a fini avec les protostomia, avec les hyponeuriens, et on arrive au groupe des deutérostomia, mais qui ne sont pas épinuriens, qui sont épitélioneuriens, et ce sont les échinodermes. Voilà, les échinodermes. Vous avez ici l'étoile de mer, le concombre de mer qui ressemble au concombre. Il y a les oursins, les ophiures. Et ça, c'est un échinoderme qui est primitif, qu'on appelle les combatules. Et bien sûr, il y a les cordés qui seront épinuriens. Voici les échinodermes, c'est un groupe monophylétique. On passe directement aux vertébrés avec les espèces qui sont simples, comme les ascidies et les urocordés. Aux céphalocordés, avec l'exemple de l'Amphioxus, que normalement vous devez voir en S2. Et on va voir bien sûr les autres. Alors la céphalisation, jusque-là on n'a pas encore parlé du système nerveux. Alors la céphalisation, c'est le phénomène désigne l'importance croissante de la partie antérieure du corps au cours de l'évolution. Alors pour qu'il y ait céphalisation, il faut qu'il y ait une partie antérieure et donc une symétrie bilatérale. Alors ce phénomène se manifeste de 2 façons. Alors c'est le regroupement de la plupart, alors remarquez que dans la tête, on a le regroupement de la plupart des organes sensoriels qui se trouvent dans la partie antérieure et autour de la bouche. Donc on a les yeux, vous avez tout ce qui est tactile, les oreilles, etc. Donc tout ça, cette chum, le nez, etc. Donc le développement du système nerveux devient alors inévitable pour traiter toutes les informations qui proviennent. Donc c'est un phénomène d'importance énorme. Et bien sûr, vous devez savoir que l'homme, donc l'homo sapiens, les homahna, le cerveau est bien développé au maximum. Alors, la convergence de toutes les informations sensorielles en un même endroit permet une meilleure intégration de l'ensemble des stimuli, parce qu'on reçoit des stimuli et on doit réagir. Alors, tous les stimuli sont groupés au niveau de la tête. Donc, il faut toujours prendre soin de
de sa tête, surtout c'est la tête la plus importante. Bien sûr, tout le corps est important, mais la tête parce qu'elle contient le cerveau et c'est la machine. C'est la machine, bien sûr, il y a le cœur aussi qui est une machine, c'est la machine du corps. Mais il y a aussi le cerveau qui nous permet de réfléchir, de raisonner, etc., de travailler, d'évoluer. Alors la métamérie, elle commence à partir des annélides, des arthropodes, des échinodermes. C'est à partir de là qu'on a le phénomène de métamérisation. Bien sûr, les célomates, on arrive enfin aux vertébrés. Alors lorsqu'on arrive aux vertébrés, on a deux grands groupes. On a ceux qui ont la mâchoire, qu'on appelle les gnatostomes, et ceux qui n'ont pas de mâchoire. Il y a des poissons qui n'ont pas de mâchoire, ce sont des agnates. Ils n'ont pas de... Alors chez les gnatostomes, il y a les poissons, il y a des tétrapodes. Tétrapodes, donc deux mains, deux pieds, ou bien les ailes et les pattes, ou bien ce sont des tétrapodes, ils ont deux paires de pattes pour bouger. Alors les innovations majeures, c'est que le tube nerveux dorsal, et donc ils sont épinuriens, et le squelette, il est interne, donc il n'est pas externe, il est soit osseux, soit il est cartilagineux comme le squelette des poissons, la sardine, un squelette qui est cartilagineux, on peut facilement le casser. Alors chez les chordés, on a donc les vertébrés, d'une façon générale, ils ont des caractéristiques qui sont spéciales, c'est la corde qui est dorsale, le tube neural qui est dorsal et qui est creux, les fentes branchiales, les branches, et la queue musculaire postnatale. Alors la queue, elle n'existe pas chez tout le monde parce qu'elle disparaît. Il y a ceux qui gardent la queue jusqu'à la fin de leur jour, il y a ceux où la queue, elle naît avec l'individu, mais elle disparaît. Alors les vertébrés, on a les mammifères. Qui dit mammifère dit que mammifère, ça veut dire que la femelle possède des mamelles, elle allaite les petits. Donc c'est pour ça qu'on les appelle des mammifères, parce qu'ils possèdent des seins et il allaite les petits. Et là on a les terriens, quelques exemples, on a les marsupiaux comme le wombat, le koala, le kangourou, le loup marsupial, le diable de Tasmanie, et là c'est l'opossum. Donc tout ça, ce sont des marsupiaux. On a l'autre groupe, ce sont les euthériens, et on a aussi plusieurs groupes. Ici vous avez les dermoptères, il y a le pangolin qui est à l'origine de Corona peut-être, parce qu'il est mangé par les Chinois. On dit il y a le tarsier avec ses yeux énormes qui regardent, et là c'est le ouistiti, voilà. Alors les primates, juste après on a les primates, il y a les prosimiens et les simiens. On verra plus tard les platyrrhiniens et les catharrhiniens. Et à l'intérieur des catharrhiniens, c'est là où il y aura l'homme. Il y a les hominoïdes. Comme premier hominoïde, il y a le gibbon. Et chaque espèce, bien sûr, est seule. Il n'y a pas de ressemblance entre les différentes espèces ou les différents genres. Alors, chez les primates hominoïdes, alors voici quelques primates, comme ici le gorille, le singe araignée, etc. Et bien sûr, il y a l'homme, c'est un hominoïde. Et en conclusion à cette introduction, une nouvelle approche pour structurer le monde vivant, c'est la cladistique. Et bien sûr, c'est le résultat d'une complexité, c'est le résultat de l'évolution, c'est une complexité énorme. Et il faudrait des outils moléculaires et statistiques qui sont encore à développer pour faire pour classer encore la faune, pour chercher d'autres espèces, parce que on ne connaît qu'une petite partie de la faune, bien sûr, de la planète, la faune terrestre, aquatique, aérienne. Donc il y a encore un grand nombre d'espèces qui n'ont pas été trouvées. C'est dû à l'exploration géographique, l'exploration du monde, des régions qu'on ne peut pas atteindre. Il y a des espèces qui se trouvent dans des régions qu'on n'a jamais vues peut-être. Donc il y a beaucoup de choses en ce qui concerne la faunistique. Je vous remercie et à bientôt de vous revoir dans le prochain diaporama avec les protozoaires et la suite bien sûr.